suis Guillaume Laforge. Je viens juste de rejoindre Google la semaine dernière en tant que développeur advocate dans l'équipe Google Cloud Platform. Donc Ray, justement, maintenant est mon nouveau collègue. Et bon, on me connaît plus pour Groovy, Apache Groovy, le langage de programmation. Et on va parler de REST. Alors, REST, c'est ce bonhomme-là qui a inventé le concept, Roy Fielding, qui dans sa dissertation Principal Design of Modern Web Architecture a proposé une manière vraiment adaptée au web de faire en sorte que des clients et des consommateurs discutent et échangent des données, des informations. Il y a tout un tas de grands principes derrière REST. Donc c'est basé sur le web, sur HTTP. Différentes propriétés architecturales qu'on voit ici. Donc c'est un peu tout ce que tout le monde aimerait bien avoir dans son appli, grosso modo, de la perf, c'est scalable et tout ça. Et également des contraintes. Donc des contraintes sur la manière dont on va adresser des ressources, le côté client-serveur, parce qu'il y a effectivement quelqu'un qui appelle, un serveur qui va répondre, etc. Donc grosso modo, c'est ça les grands principes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais plus me focaliser sur comment vous allez implémenter ça, comment vous allez designer vos URL, etc. On va plus se focaliser là-dessus. Donc tout d'abord, une des contraintes, les interfaces uniformes, donc pour identifier les ressources, les représentations, donc, où je vais montrer les petites bulles, c'est plus pratique. Donc voilà, par exemple, j'ai une API qui liste des voitures. J'ai Cars 1, 2, 3, c'est une voiture. Ensuite, pour représenter la structure de cette voiture, je vais utiliser des media types comme JSON ou XML pour représenter les différents champs, la marque, la couleur, peu importe. On va utiliser les verbes HTTP comme get, post, put, delete pour rajouter, supprimer, etc. Et HateOS, je ne sais jamais comment ça se prononce, c'est une manière en fait de pouvoir naviguer au sein d'une API. Et par exemple, si on regarde une voiture en particulier, on a peut-être une ressource sur la marque de la voiture et on a un lien qui nous dit tiens, allez voir les détails pour cette ressource-là, pour par exemple Peugeot. Il va y avoir une autre ressource et on a un lien qui nous permet d'aller voir ça. Et il y a différents formats pour faire ce genre de choses-là. Donc, là, ici, j'ai deux URL. Cars, qui va être en fait une collection de voitures, et Cars et puis un ID, c'est une voiture en particulier. On a nos différents verbes, nos méthodes HTTP. Donc get, c'est pour récupérer la liste de toutes les voitures. Post, pour créer une nouvelle voiture. Put, quand on le fait vraiment sur la collection, c'est pour remplacer complètement toute la liste des voitures. Et bon, delete, évidemment, c'est pour supprimer. Quand on s'attaque à juste un seul élément, un item, on récupère la voiture. Le put, c'est pour mise à jour. Et delete, à nouveau, pour supprimer. C'est assez évident. Quand on design toutes nos URL, quand on pense avec une approche orientée ressources, on pense plus à des concepts. Et dans les URL qu'on va décrire, en général, on va préférer utiliser des noms plutôt que des verbes. Donc on ne va pas avoir des URL avec slash get voiture, on va avoir plutôt slash car ou cars comme j'avais ici. Cela dit, des fois les verbes, on en a les verbes, les actions, en tout cas, on peut en avoir besoin. Donc ça peut faire sens d'avoir aussi des actions, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc préférer les noms pour vraiment se référer aux ressources, cars, make, etc. C'est les verbes HTTP, get, post, put, delete qui vont définir les opérations qu'on peut faire sur ces ressources-là. Et c'est vraiment quand on ne peut pas faire autrement qu'on va utiliser un nom de verbe. Donc, par exemple, une conversion, un calcul, une opération type login, logout, etc. Là, on peut utiliser des actions. Ça a un sens d'utiliser ça. Ah oui, et là, j'aurais dû le changer cet exemple en bas parce que je pensais à to star a repository, par exemple sur GitHub, quand on rajoute une étoile, mais c'est un mauvais exemple parce que star, c'est à la fois un nom, un mot commun, et aussi un verbe.
Donc il faudrait trouver autre chose que cet exemple-là. Donc en plus, il y a des mauvais exemples dans mes slides. Donc sur les conventions de nommage, en particulier, on va dire, est-ce qu'on met par exemple pluriel ou singulier? On met tickets 234 ou on met ticket 234? En général, c'est mieux de mettre plutôt le pluriel. La raison aussi, c'est parce que si on met singulier et pluriel, par exemple en anglais ou aussi en français, on a des cas un peu comme ça, goose, geese, person, people, etc. Bon, c'est pas toujours très sympa. Et aussi, il y a un petit côté pratique quand même, c'est le fait que quand on définit le routage dans son framework web de prédilection, eh ben, on peut dire, voilà, tout ce qui est après tickets, s'il y a un ID, on fait quelque chose. S'il n'y a pas d'ID, c'est parce qu'on traite la collection. Donc c'est aussi plus simple un petit peu à gérer. Et un petit moyen, on va dire, mémotechnique, c'est vraiment c'est le 234e élément de la collection tickets. Donc ça fait sens de se dire, c'est normal que ce soit au pluriel. Et ensuite, on met l'ID pour spécialiser. On dit, voilà, je ne veux que ce ticket-là parmi ma collection de tickets. Un autre aspect sur le nommage aussi, c'est la syntaxe. Alors, est-ce que vous êtes plutôt camel case ou alors snake case? Après, c'est un peu un choix qu'on fait, mais en tout cas, il faut s'y tenir. Donc, soit vous faites du camel case, upper ou lower case. On a juste les majuscules sur les mots, mais pas d'espace, pas de tirets, pas d'underscore, etc. Ou alors, on met des tirets ou des underscores. Après, voilà, c'est un choix. Moi, j'aime bien les tirets, en fait. Mais bon, du moment que vous restez consistant, que vous ne changez pas, vous n'avez pas un endroit où vous avez des tirets, un autre endroit des underscores, et puis un autre endroit, rien du tout. En tout cas, restez concis, précis, et changez pas de cap en cours de route. Un autre truc, quand vous allez définir les relations, parce que, par exemple, tout à l'heure, je disais les voitures et la marque de voiture. Si on a /cars /123, la marque de la voiture, ça va pas être forcément /make /l'ID de la marque, parce qu'en fait, la marque, elle a une existence en soi. Ce qui est intéressant dans les URL, c'est on peut justement définir s'il y a une relation. Donc là, les tickets, pour un certain ticket dans Jira ou autre, les messages qui sont associés à ce ticket-là. Donc on peut faire comme ça des sous-ressources. Ticket 1, 2, 3, message 4. Pour un user group avec des users dedans, on peut se dire les users appartiennent à ce user group-là. Donc je peux faire un user group de 3, 4 users 67. Mais si les users ont une existante indépendante et qui vont travailler sur différents user groups, appartenir à différents groupes, à ce moment-là, on ne va peut-être pas utiliser user group de 3.4 user 67, mais on va juste aller vers user 67 sans la partie user group. Ensuite, l'utilisation des paramètres. Alors, quand on fait des paramètres, donc quand on a une ressource et qu'on veut, par exemple, une collection qu'on veut filtrer ou autre, est-ce qu'on met dans le query parameter, est-ce qu'on met dans le message body, ou est-ce qu'on met les paramètres? Donc quand c'est donc là, c'est une règle générale. Il y avait un article qui était bien dessus. À la fin des slides, je les mettrai en ligne. Il y a une liste de ressources et il y avait un article qui était très bien là-dessus que je crois avoir mis dans mes ressources, qui donnait un petit peu cette règle-là. Donc quand c'est un identifiant, il fait partie vraiment du chemin. Donc cars /1, 2, 3, ça fait partie du chemin. C'est normal de le voir là. Par contre, si c'est quelque chose pour filtrer ou définir un ordre dans la collection, on va pouvoir le mettre en query parameter. Donc on va mettre point d'interrogation, sort égale, etc. Quand c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de la logique, ou quelque chose de plus complexe, où vraiment on a un payload éventuellement à envoyer pour recevoir quelque chose en retour, c'est mieux de le mettre en body. Et après, ce qui est plus global, par exemple une clé d'API ou d'autres paramètres qui sont plus généraux et pas particuliers à une ressource, mais plus disponibles, on va dire, dans toutes les ressources qu'on va avoir dans notre API. C'est plutôt des choses qu'on va mettre côté header. Donc je pense souvent, voilà, API key, on peut mettre ça.
Alors des fois, on le voit aussi dans les en query parameters, mais c'est peut-être plus quelque chose qu'on va mettre dans un header, par exemple. Là, j'avais fait un petit, quand je travaillais pour Restlet, qui est à Nantes, j'avais fait une petite carte du métro qui est assez rigolote. Donc Bitly, status code, enfin ST code, vous pourrez voir, c'est assez rigolo et vous voyez les grandes, enfin il n'y a pas tous les status codes, mais il y en a une bonne partie. Puis vous pouvez aller sur chaque station et voir les explications pour ce code-là. Donc les status codes. Donc il y a une différente gamme, différentes familles de status code, les 100, les 200, 300, 400, etc. Les 200, c'est quand tout va bien. 300, c'est quand il y a des redirections, donc barrez-vous. 400, c'est vous avez merdé. Par exemple, 404, c'est vous avez appelé une URL qui est pas la bonne, qui n'existe pas. Et 500, par contre, c'est côté serveur, c'est vraiment le mec qui a implémenté l'API, c'est lui qui a merdé, hein, clairement. Il y a des trucs que j'adore là, sur Internet. Là, il y a les HTTP Status Dogs. Mais il y a aussi la même version avec des chats, avec des wrappers. Et, enfin, il y a plusieurs variantes super sympas. Ça, c'est la famille 100. La famille 200, OK, il est prêt à jouer. 201 created, c'est un petit chien qui vient net. Accepted. Non-authoritative, donc c'est pas vraiment un lion, c'est pas vraiment un chien. 204, il a la dalle. Et, no content, je ne sais pas si vous arrivez à lire vu que c'est un petit peu petit. Et là, partial content, il manque un bout. Mais en fait, il n'y a pas que 200, hein, donc effectivement, il y a d'autres status codes. Donc il y a des fois un peu des anti-patterns, par exemple l'API Facebook, qui, quoi qu'il arrive, retourne toujours 200. Même s'il y a une erreur, ça retourne quand même à 200. Donc par contre, il faut regarder dans le payload, il y a peut-être la description de l'erreur qui est dedans. Mais c'est plutôt un anti-pattern, donc moi j'ai tendance à ne pas conseiller de faire ça. Par exemple, quand on a créé une ressource, on va retourner le bon code, pas 200, on va retourner 201 created qui dit voilà, j'ai créé une nouvelle ressource. Et en plus, on va mettre un header location qui dit OK, tu m'as posté le contenu de ma nouvelle voiture, et moi je te donne l'URL à laquelle tu vas pouvoir maintenant accéder à cette nouvelle ressource que tu as créée. 202, c'est par exemple quand on a accepté la requête mais qu'on ne retourne rien immédiatement. Donc par exemple quand on veut faire quand même de l'asynchrone avec du HTTP, on peut utiliser ce code-là, 202. Et c'est seulement après, on va rappeler, par exemple, il peut y avoir une location qui va pointer vers un statut ou quelque chose comme ça, si c'est un traitement qui peut être long, par exemple. Et en tout cas, voilà, on peut utiliser 202 à ce moment-là pour dire, ouais, OK, enfin côté serveur, ouais, OK, je vais traiter la requête. Bon, là, je ne réponds pas tout de suite parce que c'est un gros traitement, mais je le ferai après. Mais en tout cas, j'ai bien compris que tu m'as donné cette requête-là. 204, donc là, c'est quand par exemple on a supprimé un ticket, on n'est pas obligé de le retourner. On peut dire 204. 200, c'est un succès, hein, donc 204, en fait, c'est pour dire voilà, ça a été supprimé. Et je ne retourne pas forcément le retour. Quand j'avais déjà fait cette présentation à Devoxx, on m'avait dit qu'avec certains frameworks, par exemple avec Ember.js, qu'il valait mieux quand même faire un 200 et retourner ce qu'on venait de supprimer, parce que Ember.js s'attend à avoir en retour l'objet qu'on a supprimé. Donc ça dépend aussi. Des fois, le design, si vous faites vraiment une API qui est juste pour la consommation d'un frontal web, peut-être que vous pouvez aussi adapter le design en fonction de ça également. Mais idéalement, 204, c'est plus élégant. Le chien avec la patte coupée, le pauvre, quand vous faites une liste, vous retournez une liste de, voilà, ici c'est quoi, des météorites, vous pouvez dire en query parameter, cette fois-ci on va mettre en query parameter pour dire je veux la 4e page, et par contre dans le status code, alors souvent on voit quand même plutôt du 200, mais sinon on peut dire 206 partial content parce qu'on ne voit qu'une partie de la collection, donc on ne retourne pas la collection entière. Et ensuite, on peut rajouter des liens dans les headers qui disent, voilà la première page, la page précédente, la page suivante et la dernière page pour faciliter la navigation dans la collection et implémenter la pagination.
Dans les 300, donc là c'est les aspects caching, je vais en parler un petit peu. Quand on a récupéré, et on peut imaginer que les météorites, on a des tonnes et des tonnes de données et le payload en retour est très 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 gros. Et du coup, on veut profiter du caching d'HTTP pour faire en sorte que si je l'ai déjà appelé, peut-être que je l'ai gardé en cache localement et du coup il me dit voilà, ça n'a pas été modifié. Donc c'est cool, j'ai pas besoin de récupérer, de télécharger par exemple dans une appli mobile le gros payload qui est super lourd. Donc parlons justement de caching. Donc il cache les petites dans ces joues-là, avec le last modified et le e-tags. Donc last modified, on dit voilà, je fais un get, par contre je dis je veux savoir si ça a été modifié depuis telle date. Si ça n'a été pas modifié, il va nous dire, comme là tout à l'heure, not modified quand on va l'appeler. Par contre, si ça a été modifié plus récemment, il va dire OK, last modified, il donne la nouvelle date et puis il va retourner le contenu. Hein. Donc là, cette fois-ci, ça ne va pas être le 304, pardon, mais il va dire 200 et il va donner le contenu. L'autre approche, c'est avec les e-tags. Les e-tags, c'est au lieu que ce soit par rapport à une date, c'est une sorte de tag, donc une sorte de hash. Donc c'est à peu près le même mécanisme. Voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, c'est le même genre de choses. Donc quand on fait le get, moi j'ai déjà un hashtag, donc, enfin un hashtag, un hashcode plutôt qu'un hashtag. Je fais un peu trop de Twitter, moi. Un hashcode et donc là, il dit OK, et en fait, il y a un nouveau hashcode. Et sinon, s'il refait le get, mais cette fois-ci avec le hashcode qu'il avait là quand il a eu la réponse, là, il va recevoir le 304 not modified parce que c'est toujours la même version. Cette ressource-là n'a pas changé. Donc la pagination, on en a déjà parlé un petit peu. Je voulais y revenir un petit peu dessus. Donc, on peut faire avec des numéros de page, donc en passant au query parameter page égale 23. Et on peut aussi rajouter ampersand là, égale la taille de la page, si on veut 10 ou 100 éléments par page. Ce qui est un petit peu bizarre éventuellement avec cette approche-là, c'est qu'est-ce qui se passe si vous insérez un nouvel élément en plein milieu. Donc vous étiez en train de regarder à cet endroit-là, on rajoute un élément. Si j'ai la prochaine page, c'est avant que j'ai rajouté l'élément ou après, ou enfin du coup ça peut décaler les choses, ou enfin insertion ou suppression aussi. Hein. Donc il peut y avoir des petits décalages subtils. Une autre approche, des fois, c'est de garder plutôt un curseur où on dit, voilà, on en est à tel endroit de la navigation. On garde un pointeur sur une linked list, finalement, une liste chaînée. Et si on rajoute des trucs ou on en supprime, de toute façon, on sait qu'on en est là et on va continuer à récupérer ce qui vient après. J'ai vu un autre exemple, alors là ça ne s'applique pas vraiment de manière générale, mais c'est plutôt une approche un peu sémantique, c'est-à-dire de dire en fait on veut, c'est intéressant quand il n'y a pas forcément beaucoup d'éléments, hein, pas des millions d'éléments. Par exemple, s'il n'y a qu'un nombre restreint de marques de voitures, par exemple, on peut dire voilà, je veux les voitures dont le nom, enfin les marques de voitures dont le nom commence par A, par B, par C, etc. Ça peut être bien, par exemple, si dans une appli mobile, on veut faire par page, on a le petit slider là pour faire A, B, C, D, etc. On peut utiliser ce genre d'approche-là. Mais c'est bien seulement quand on a, je dirais, un nombre d'éléments limité. Alors celui-là est un petit peu plus, comment dirais-je, on peut, enfin tout le monde n'est pas d'accord avec celui-là, mais je l'ai vu utiliser. En HTTP, donc on a le accept range, le header accept range, qui normalement est défini pour des bytes. Donc normalement, c'est vraiment juste des octets, mais rien n'interdit de définir ses propres ranges. Donc on peut utiliser cette approche-là avec des headers, avec accept range, content range, pour dire, voilà, je veux mes 10 premiers utilisateurs sur 200. Et on peut utiliser en retour, là, range, je réponds, voilà, voici les 10 premiers utilisateurs. Donc j'ai eu des critiques là-dessus, où on m'a dit, ouais, mais en HTTP, ils disent pas... alors, ils précisent qu'il y a effectivement bytes comme type de range, mais rien n'interdit d'en créer d'autres. Mais bon, je ne l'ai pas vu souvent, je dirais, dans
Dans la vraie vie, cette approche-là, c'est assez peu connu et employé. Mais je trouve ça assez élégant comme méthode. Quand on a, vu qu'on parlait de pagination, de collection d'éléments, il y a différentes manières aussi, là je vais plutôt me concentrer sur le payload, de représenter ces collections-là. Donc soit on retourne, donc là imaginons que je fais du JSON, soit on retourne directement un objet JSON ici, et il y a un champ data qui va contenir le tableau de tous les éléments, ou alors on retourne, et c'est valide en JSON, on retourne directement le tableau d'éléments. Donc il y a deux écoles. Le cas où, moi je trouve que c'est un petit peu plus lourd parce que voilà, il y a un champ en plus, etc. Donc c'est pas non plus 150 caractères en plus, hein, mais bon. Et par contre, ce qui peut être intéressant de faire, donc ça c'est l'approche wrapped, wrappé, prononcé à la française. Ce qui est intéressant, c'est si on a des métadonnées complémentaires sur cette collection-là. Donc parfois, on voit des API où la pagination, c'est dans le payload que ça se passe, et on va peut-être voir, bah voilà, c'est la première page, etc. Mais si on a vraiment des métadonnées associées à cette collection, vaut mieux utiliser wrapped, et là, on va pouvoir ajouter d'autres champs qui correspondront à ces métadonnées-là. Par exemple, oui, je donnais comme exemple, quand on a un album photo, peut-être que là, dans ces données-là, on va avoir la liste des photos, mais on va pouvoir donner le nom de l'album photo, la date, le libellé, des tags, etc. Et ce sera des champs qui seront à côté de data, plutôt que de redonner juste la liste, comme ça, directement, de toutes les photos. Donc les trois, alors on en avait vu un tout à l'heure avec les 304, quand on parlait du caching. Celui-là, il n'a pas été modifié. 302, found, il est pas mal aussi quand même. Ou permanent redirect, il est en train de marquer son territoire. Et les 400, bad request, qu'est-ce qu'on a d'autre? Unauthorized, il n'a pas le droit d'entrer. Forbidden, ça c'est interdit, c'est mignon. Alors il cherche son os. Method not allowed, on n'est pas censé manger un hot dog avec un vrai chien dedans. Too many requests, c'est intéressant quand on implémente des API, particulièrement des API publiques, où on essaie de limiter, on interdit enfin où on fait payer pour un certain quota d'API, et les API qui retournent 429, en général, c'est pour vous dire, vous avez déjà atteint les 1000 appels autorisés. Donc 400, c'est vraiment quand il y a une erreur, et alors ça, c'est pas encore vraiment standardisé, mais il y a des propositions. Il y a une spec, une RFC plutôt, pour décrire des problèmes HTTP, et il y a aussi un MIME type de type VND error. Là, celui que je montre, c'est le problème. Souvent, on fait ses propres payloads de retour d'erreur, et donc il y en a un, il va mettre, je sais pas, message, l'autre il va mettre error, etc. Et c'est pas standardisé. Et donc, si on a un consommateur d'API qui va appeler plein d'API différentes, on n'a pas forcément le même traitement d'erreur, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas standardisé. Donc, tant qu'à faire, donc il y a c'est un MIME type, application/problem, et on peut spécialiser un MIME type en disant plus JSON pour dire qu'il est sous forme, sa représentation est sous forme de JSON, mais on pourrait avoir problème plus XML ou autre chose. Et en tout cas, ce format-là propose de manière standard, voilà, c'est un type d'erreur, le titre, les détails, l'instance, dans le sens où oui, c'est quand on a fait un appel sur telle ressource, donc on pointe à nouveau vers cette ressource, et on peut avoir des choses particulières, spécifiques, en extension en quelque sorte. Par exemple, balance, c'est pas défini, là c'est vraiment pour un compte en banque, je veux connaître la balance de mon compte en banque. En fait, je peux rajouter aussi mes propres champs. Et j'ai essayé de faire un virement entre deux comptes, entre ce compte-là et ce compte-là. Donc là, c'est des champs plus sémantiques propres à votre API. Mais en tout cas, vous pouvez rajouter également des champs complémentaires. Mais on en a quelques-uns, type, title, detail et instance, je crois aussi, qui est standard, pour dire, voilà, au moins ceux-là, vous les retrouverez dans toutes vos API, en tout cas si vous suivez cette RFC-là. Côté 500, donc là, c'est quand il y a eu une erreur côté serveur. Internal server error, not implemented. C'est un peu comme partial content, celui-là. Service unavailable, bandwidth limit exceeded. Et une petite astuce aussi,
Donc là, je vous propose d'utiliser les codes plus spécifiques, hein, 204, 400, etc., X, quelque chose. Mais en tant que client d'une API qui retourne des 400, des 500, des 300, etc., si vous recevez en réponse un code que vous ne connaissez pas, parce que d'habitude, vous faites bon, if 200, alors if 202 égale, etc. Et là, d'un seul coup, il y a 200, je sais pas quoi, 51 ou 437, je ne sais pas s'ils existent. Qu'est-ce que vous devez faire sur ces codes-là? En fait, il faut les traiter, et l'aspect le dit, HTTP, qu'en fait, si vous recevez un code que vous ne connaissez pas, il faut le traiter comme si c'était une erreur générique. C'est un 400, c'est un 500. Ça, c'est dans l'aspect, et ce n'est pas souvent implémenté. Tout à l'heure, je parlais du 429, Rate Limitation. Donc des API, là je crois que j'avais pris, donc c'est pas standardisé, mais c'est très très commun ces headers là, X-rate limit, la limite, remaining, reset. Et par exemple, si vous regardez l'API GitHub, elle implémente et elle utilise ces libellés là, ces headers là. Donc ça dit voilà, il y a telle limite, il vous en reste tant, et puis la prochaine fois que ça va être reseté, que vous aurez à nouveau accès à votre quota d'appels, c'est temps. Donc vous pouvez utiliser ces champs-là qui sont assez, c'est pas un standard, mais en tout cas vous les trouverez très 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 fréquemment dans les API web connus. Qu'est-ce que je voulais dire? Et puis donc là 200 OK, et puis si vous avez atteint la limite, ça va être un 429 parce que ça va être, vous avez atteint le quota. Alors, un sujet intéressant là aussi, c'est on a une API, mais elle peut être utilisée par différents consommateurs. On a une appli mobile, on a un client web, on va peut-être avoir différentes applis mobiles, une pour iOS qui est un peu différente de celle d'Android, etc. Est-ce qu'on doit toujours retourner les mêmes choses? Parce que des fois, on veut quand même spécialiser en fonction du device, de l'appli, etc. Parce que, ou parce que vous n'avez pas les mêmes contraintes en termes de UI, ou parce que dans une page web, vous avez plus de bandes passantes et puis vous affichez beaucoup plus d'informations, alors que sur un petit écran, vous allez afficher juste une liste de quelque chose et pas d'autres données. Donc comment faire dans ces cas-là quand on veut éventuellement retourner différents payloads en fonction du consommateur? Donc on va parler de différentes choses, de filtrage, de query, etc. Donc par exemple, vous avez une liste de restaurants, vous voulez la filtrer et vous ne voulez voir que les restaurants chinois avec au moins 5 étoiles. Là, vous faites du filtrage finalement. Vous dites le type c'est Chinese, le nombre d'étoiles c'est 5. Si vous voulez vraiment filtrer aussi, on peut utiliser, alors là quand je dis là, avec le restaurant chinois, je montrais comment on a toujours tous les détails sur les restaurants, mais on a juste restreint la collection des restaurants qu'on retourne. Là, par contre, peut-être que sur votre appli mobile, sur une liste de users, vous voulez juste montrer le nom, le prénom et l'âge, mais pas, par exemple, son adresse, etc. Donc là, vous pouvez aussi filtrer sur les champs de la représentation. Donc moi, je veux qu'on me retourne que first name, last name, age, mais je ne veux pas qu'on me retourne la totale. Donc on voit des fois fields, ça encore, c'est pas standard, hein, chacun implémente son truc, mais fields, je l'ai déjà vu pas mal de fois. On peut aussi exclure, c'est-à-dire on veut tout sauf la biographie et le résumé, parce que peut-être que ça, c'est assez lourd à télécharger. Ou aussi, un autre truc que j'ai vu, c'est définir un style, c'est-à-dire on a compact, full, et puis je sais pas quoi, on a 2-3 styles différents où on propose pas tous les champs, mais plus ou moins de champs. Et il y avait un article intéressant et que normalement j'ai mis dans les références, qui est d'utiliser un header, le header prefer, qui permet de dire, de définir un peu le profil comme je l'ai fait avec le query parameter là juste à l'instant, et pour dire, en fait, moi je veux différents profils, minimal ou mobile ou full. Et donc ce champ-là, là par exemple, quand je fais le get, il va me dire, là je t'ai retourné un minimal. Et non, je demande pardon, le profil minimal. Et lui, il va répondre en disant, donc déjà, vary, il va dire, oui, je supporte le header prefer. Et dans la préférence qui a été appliquée,
je vais retourner minimal parce que c'est ce que tu m'as demandé. Mais après, si c'est un profil qui ne supporte pas, il va peut-être dire par défaut, je retourne autre chose. C'est pour ça que c'est peut-être un peu verbeux et répétitif, mais en fait, non, il y a quand même un sens. Et si le profil n'est pas reconnu, il peut retourner celui-là. Donc ça, c'est aussi assez élégant pour dire, je veux différents payloads en fonction de qui consomme. Et là, c'est le consommateur qui peut choisir. Enfin, il a le choix entre différents profils. Par contre, quand on avait dans les query parameters des fields, ben, il pouvait dire là, moi, je veux tel champ, mais pas forcément ce qui est proposé dans des profils. Donc, il a éventuellement plus de contrôle. Là, c'est plutôt côté serveur qui dit moi, je ne supporte que ces profils-là. Après, donc, quand je parlais de choisir juste les champs aussi, un autre petit cas un petit peu particulier, c'est quand on a vraiment des structures imbriquées. Donc, par exemple, on a un user, ben, il a une structure aussi adresse imbriquée. L'adresse a encore des sous-champs, zip, country, etc. Et dans la notation, on peut aussi utiliser un peu la notation comme orientée objet. Hein, enfin, un objet, point la sous-structure, point une autre sous-structure, etc. Et on peut dire, bah, je veux fields, par exemple, mais dans l'adresse, je veux juste le zip, le code postal, et je ne veux pas toute l'adresse, par exemple. Le tri, il y a différentes manières de faire les tris, ça non plus, ce n'est pas très standard. Alors, il y en a qui font juste un champ un peu à la SQL, c'est-à-dire je fais le tri sur les titres en descendant, donc desk et ask. Par exemple, si je veux faire un double tri, on peut peut-être les séparer par des virgules. Après, des fois, il y en a qui séparent les choses, donc qui disent sort sur le titre et descendant, donc avec vraiment deux paramètres. Ou alors, on peut les regrouper, sort, et après, un autre champ pour desk, un autre champ pour ask. Il n'y a pas vraiment de standard. Là, c'est un peu au goût à la tête du client. Moi, j'ai tendance peut-être à préférer le côté un peu SQL, mais je n'ai pas vraiment de préférence et je n'ai pas trouvé vraiment un consensus là-dessus dans les API que j'ai pu voir passer. La recherche, alors on avait déjà parlé de filtrage, par exemple, avec le restaurant chinois, avec 5 étoiles. Donc là, je ne rajouterai rien là-dessus, mais parfois, on a quand même besoin d'un langage de query éventuellement plus évolué. Donc, je ne sais pas si vous utilisez Gmail, il y a une syntaxe particulière pour la query que vous passez là, dans le champ de recherche, et c'est un truc spécifique à Gmail, cette syntaxe-là. Ce n'est pas du SQL, ce n'est pas autre chose. Mais donc, soit le filtrage par champ avec des query parameters suffit, ou alors des fois peut-être que vous aurez besoin d'un langage particulier. Et ça m'amène aussi à d'autres approches qui sont intéressantes et qui répondent aussi aux besoins de customiser des payloads aussi en fonction des clients qui consomment. Par exemple, il y a Facebook avec GraphQL qui propose une sorte de syntaxe particulière pour dire comment, qu'est-ce que je veux retourner, qu'est-ce que je veux récupérer du serveur, à quoi ça ressemble. Et on définit vraiment la structure de ce qu'on veut retourner et puis comment on filtre les choses. Falcor, aussi une autre approche de Netflix. Donc ça, c'est des trucs assez intéressants à regarder. GraphQL, ce qui est assez bizarre, c'est que finalement, au lieu d'avoir plein de... En fait, on a un seul endpoint au lieu d'avoir autant de ressources diverses et variées qu'on a de concepts dans notre API. Donc ce qui peut être un petit peu bizarre par rapport à l'approche REST qui propose vraiment de faire des ressources distinctes pour chaque concept qu'on manipule dans le domaine de notre application. Donc ça, c'est des trucs à regarder, c'est assez intéressant. Le versionning d'API, il y a différentes manières, encore une fois, de le faire. Par exemple, avec V2, carrément dans l'URL, on met, voilà, ça c'est la version 2 de mon API. C'est le truc le plus fréquent, c'est ce qu'on trouve le plus. On voit aussi avec des headers particuliers, donc XAPI version. Ce header-là, il n'y a pas de standard, mais quand on utilise un header, c'est celui qui est utilisé le plus fréquemment. Une autre approche, peut-être un petit peu plus lourde à utiliser, mais c'est avec les content types. En fait, par exemple, l'API GitHub utilise ça. Donc, si on utilise juste, on appelle les restaurants par défaut, on va avoir la dernière version. Mais si on spécifie plus précisément le accept header, on va dire oui, je veux les restaurants, mais en version 2. Donc, on peut supporter aussi plusieurs versions en parallèle. Et après, toujours le petit qualifieur, là, plus JSON, pour dire par contre, je le veux en JSON, en type de représentation. Donc, le plus souvent, c'est cette approche-là avec carrément dans l'URL.
Et je vais finir avec quelques mots sur l'hypermédia, non pas l'hyperespace. Oups, je suis allé trop vite. Donc il y a Leonard Richardson qui a décrit un petit peu les différents niveaux de si l'API est vraiment très REST ou pas. Donc au début, dans l'histoire des API, on commençait à faire plein de XML, du XML partout. Un peu à la SOAP, etc. Après, on a défini des ressources pour bien séparer les choses. Après, au lieu de faire tout le temps des posts ou des get, on s'est dit, mais on a les verbes HTTP, donc on va faire get, put, post, delete. Et après, idéalement, pour aussi favoriser, c'est aussi lié au versionnage des API, pour favoriser l'évolution des API, on peut utiliser en fait des liens pour redire, je fais des liens entre ma voiture et la marque de ma voiture, et je vais rechercher le lien dans les payloads pour savoir où est-ce que se situe vraiment. J'ai plus à deviner où est l'URL, j'ai juste à suivre des liens. Un peu comme le web, hein. Vous regardez un site web, et vous cliquez sur un lien pour aller voir où est la page. Vous n'avez pas à changer l'URL à la mano dans la barre de navigation. Il y a, et c'est important en tout cas de rendre les API navigables. Après, par contre, ça peut avoir un coût de rajouter plein de liens dans les payloads, parce que si vous êtes sur un téléphone mobile avec la bande passante ou des problèmes de connectivité, ça peut être des payloads un petit peu plus lourds à échanger. Mais en tout cas, d'avoir des liens, ça permet aussi de faciliter éventuellement l'évolution et le versionnement des API et de supporter certaines modifications, des changements dans les URL, dans la structure, dans les chemins, etc. Ça peut être pas mal. Donc ça permet, avantage inconvénient, de créer des clients plus génériques qui n'ont qu'à suivre les liens. Bon, ça c'est un peu un vœu pieux parce que dans la pratique, en général, on est quand même obligé de savoir ce que représente vraiment un lien, de savoir que make pour car, en fait, ça veut dire en fait c'est la marque de la voiture. Il y a une sémantique derrière. C'est quoi la marque d'une voiture? Je ne sais pas ce que make veut dire. Donc ça aide pour le versionnement, mais après, voilà, éventuellement, ça peut être plus lourd à gérer pour les clients mobiles. Et il faut savoir de toute façon ce que les liens veulent dire. Donc les API, de toute façon, évoluent au cours du temps. Vous ne faites pas des API from scratch de zéro à chaque fois. Vous allez la faire évoluer. Donc il va y avoir des nouvelles ressources où les payloads vont changer, où vous vous rendez compte que vous n'avez pas bien designé les URL. Peut-être qu'il va falloir aussi faire des petites évolutions là-dessus. En tout cas, le changement est inévitable. Après, vous pouvez soit faire votre propre sauce hypermédia, soit utiliser d'autres approches qui existent, HAL, JSON-LD, etc. Il y en a plusieurs. Là, j'avais un petit exemple. Donc HAL, comme dans l'Odyssée de l'espace. Là, un exemple avec HAL, où là, on a les liens. On a une structure un petit peu imbriquée là en plus qui dit, voilà, moi, là, le player, celui-là, je redonne mon URL à moi. Et par exemple, je peux donner la liste de mes amis. Et là, j'ai l'URL où je peux trouver la liste de mes amis. Mais si demain, mon API évolue et qu'au lieu de friends, c'est, je ne sais pas moi, players, parce que c'est d'autres joueurs, on aura juste à suivre l'URL indiquée par ce lien-là. Et on n'aura pas besoin de deviner, ah oui mince, tiens, c'est quoi en fait l'URL pour récupérer ça. Un dernier, ah oui, si, j'avais un petit mot sur les ID. Quand vous utilisez aussi des ID, les ID dans les payloads, là, c'est mieux d'utiliser en tout cas des URL plutôt que des ID, parce que sinon, il faut reconstruire les URL qui vont bien. Là, au moins, en mettant ça, vous avez l'URL directement et vous savez ce qu'il faut appeler. Et puis, plutôt que de mettre des ID, parce que sinon, il faut reconstruire l'URL. Aussi, un autre truc, c'est vaut mieux utiliser des UUID plutôt que des ID qui s'auto-incrémentent, parce que c'est facile pour quelqu'un de deviner d'autres ID. Si l'API n'a pas été bien sécurisé, il a juste à incrémenter, il va trouver d'autres ID, d'autres utilisateurs. Les UUID sont aussi plus intéressants pour quand on a vraiment un serveur qui est, j'allais dire distribué, dans le sens où c'est plus difficile normalement d'avoir des collisions d'ID et l'auto-incrément peut être problématique parce qu'il faut se synchroniser entre les nœuds qui supportent l'API pour vraiment incrémenter de manière monotone les ID. Donc les UID sont mieux aussi
pour ça. Donc mieux vaut utiliser des UUID. Ça peut faire des URL plus longues, évidemment, mais c'est un petit peu plus secure. Donc voilà quelques ressources qui sont intéressantes sur le sujet. Je vous invite à les regarder. Je vais mettre mes slides sur speakerdeck.com/glaforge. C'est là où je mets toujours mes présentations. Il y a déjà une version de ces slides que j'avais présenté il n'y a pas longtemps. Et puis, c'est tout. Merci pour votre attention.